Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier concept Meet and Share de l'année. Vous avez été vraiment nombreux à vous inscrire, donc un grand merci. Donc on va commencer dans quelques instants dès que vous serez tous connectés. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. On va démarrer dans quelques instants avec une présentation d'abord de concept, comme à notre habitude, pour présenter voilà, ce qu'on fait dans concept, qui on est, avant de démarrer sur notre sujet du jour de ce Meet and Share, qui est le transfert de connaissances avec Tony Zetti, qu'on a beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui. Vous étiez plus de 95 à vous être inscrits, donc je vais attendre un tout petit peu que tout le monde se connecte et puis on va commencer. Vous voyez bien mon écran avec la présentation? Oui, Tony? Oui, Ouais, super. c'est bon. Merci à tous de vous connecter dans ces dernières semaines avant les festivités. Vous êtes très nombreux, donc merci beaucoup de participer à ce concept Meet and Share. C'est vraiment pour but de favoriser les échanges et les discussions autour des enjeux de la prévention et particulièrement autour du transfert de connaissances ce jour. Donc, ça commence à se stabiliser, donc on va commencer pour pouvoir avoir le temps de bien faire les questions-réponses. Donc, rebonjour à tous, merci beaucoup d'être là au sein de ce Meet and Share Concept. Et j'ai le plaisir de vous partager une courte introduction sur notre réseau. Donc, le réseau Concept, c'est un réseau qui vise vraiment à comprendre et à agir en prévention primaire des cancers. Et c'est un réseau de recherche à la fois interdisciplinaire et participatif. Dans ce réseau, nous sommes 7 partenaires scientifiques et un acteur de terrain, et on a plus de 10 disciplines et expertises clés pour la recherche en prévention primaire des cancers. Donc, par exemple, on a des expertises en marketing social avec le HESP, Karen Galopel-Morvan, des expertises en nutrition et épidémiologie avec l'ERS et le CREN, des expertises avec Gustave Roussy pour tout ce qui est lié à la détection précoce des cancers, les biomarqueurs, l'économie de la santé. Évidemment, avec nos collègues du cirque, aussi des compétences en épidémiologie des cancers. Notre acteur de terrain, c'est l'IREPS, maintenant Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous aide dans tout ce qui est lié à la promotion de la santé et de l'éducation. Nos collègues de Toulouse au CERPOP, qui sont spécialisés dans les inégalités sociales de santé et en recherche participative. Évidemment, bien sûr, le centre Léon Bérard, qui est porteur de ce réseau avec Béatrice Fervers, qui a des expertises liées à la nutrition, l'environnement, l'épidémiologie, la recherche interventionnelle, mais aussi les recherches participatives avec notamment l'équipe du POPS et l'équipe de recherche Reshape. Donc voilà, on est une équipe vraiment interdisciplinaire et qui vise à faire progresser les enjeux de la prévention primaire des cancers avec la fusion de toutes ces compétences et disciplines. Donc, l'objectif de Concept, c'est vraiment de répondre aux enjeux de la prévention des cancers en traduisant toutes les connaissances qu'on a sur les cancers en actions de prévention de cancers durables et efficaces. Donc, pour cela, on voudrait essayer de développer des approches innovantes qui vont être fondées sur la recherche transdisciplinaire, l'expertise de terrain, mais aussi le savoir des parties prenantes, des personnes concernées par la recherche. Donc, on essaye vraiment de créer des synergies et de surmonter les fragmentations en prévention primaire et de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer les interactions entre le comportement, l'environnement dans les interventions de prévention.
On a trois grands thèmes transversaux au sein de Concept que sont les approches participatives, les synergies entre les composantes de la prévention et la santé planétaire et l'exposome, qui nourrissent nos différents projets de recherche. Et pour que vous compreniez un peu plus ce qu'on fait concrètement, donc on est un réseau de recherche qui, bien sûr, fait des projets de recherche spécifiques, donc montés à travers les différentes équipes dans le but d'avoir des projets de recherche encore plus innovants et plus efficaces pour répondre aux enjeux de la prévention. On mène chaque mois, le troisième jeudi de chaque mois, de midi à 13h, des meet share comme aujourd'hui, ouverts à tous, chercheurs, citoyens, acteurs de santé. Voilà, tout le monde est le bienvenu afin vraiment de discuter ensemble avec des experts des enjeux de la prévention. On fait du réseau pour faciliter le lien entre les chercheurs, les citoyens et les acteurs de la santé. Et on a des groupes de travail pour réfléchir à la méthodologie, aux concepts clés liés à la prévention. Voilà, donc c'est pour vous présenter le concept de manière assez rapide. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur Concept. Et je vais maintenant laisser la parole à notre hôte aujourd'hui, à notre invité aujourd'hui. Je vais essayer juste d'arrêter mon partage euh, pour laisser la parole à Tony. Alors, je ne vois plus où est l'arrêt de partage. Voilà, arrêter le partage. Donc, Tony, si tu veux partager ton écran pour nous faire la présentation, et pendant ce temps, je vais avoir le plaisir de t'introduire. Donc, Tony est docteur en pharmacie et docteur en santé publique de l'Université Paris-Cité. Il est actuellement chercheur associé au CEPED, donc Centre Population et Développement, une unité mixte de recherche de l'Université Paris-Cité et de l'Institut de recherche pour le développement. Tony, tu es également membre collaborateur de l'équipe Renard sur le transfert de connaissances à Montréal, au Canada, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et tu es en collaboration avec beaucoup d'autres personnes professionnelles sur le transfert de connaissances en France. Et tu as notamment cofondé assez récemment le nouveau réseau français des professionnels du transfert et de la diffusion des connaissances. Et du coup, tes travaux de recherche portent sur la santé mondiale, l'évaluation des politiques de santé, le transfert de connaissances, les inégalités sociales de santé. Et on a la chance de t'avoir aujourd'hui, du coup, pour nous parler de tes transferts de connaissances, notamment avec ton expertise de courtier de connaissances à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et je te laisse la parole et encore un grand merci pour ta présence. Merci, Pauline, pour l'occasion que j'ai de présenter, d'échanger avec les différents acteurs du champ de la promotion de la santé au-delà sur les enjeux du transfert de connaissances en France. Donc, on va aborder dans un premier temps. J'essaye de passer mon... Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais parler des enjeux du transfert de connaissances, de l'utilisation des connaissances, de la production des connaissances dans le champ de la promotion de la santé en France. Et dans un deuxième temps, voilà, je vais parler rapidement des outils, des concepts clés du transfert de connaissances, des différentes stratégies du transfert de connaissances. Et je vais finir par présenter une recherche-action qu'on a eu à réaliser il y a d'avril 2022 à avril 2024 sur l'utilisation des connaissances scientifiques dans le champ des inégalités sociales de santé à l'ARS de France pour réduire les inégalités sociales de santé. Donc, je vais un peu aborder un peu ce qu'on a fait comme recherche-action sur sur ce champ des inégalités sociales de santé. Donc, pour continuer, pour introduire je sais pas. OK. Donc, dans un premier temps, il faut, voilà, je voulais poser le jalon sur ce qu'on entend par données probantes. Données probantes et l'OMS définit les données probantes dans le champ de la prévention, de la promotion de la santé comme étant des conclusions tirées des recherches ou autres connaissances qui peuvent servir de base utile à la prise de décision. Donc, il y a généralement quatre grands types de connaissances. Le premier type, c'est les données scientifiques qui peuvent être issues de différentes disciplines. Ça peut être les revues de la littérature, les articles scientifiques, les thèses, les rapports scientifiques. Le deuxième type de connaissances, ça peut être des savoirs expérientiels, issus des pratiques des professionnels, des savoirs des patients, du public. Et le troisième type, ça peut être des connaissances qui sont issues de l'évaluation, de la capitalisation des interventions, donc les portails d'action, les rapports d'évaluation.
Et l'autre type de connaissances s'appelle les recommandations et les synthèses de recommandations. Ça s'appelle les rapports officiels, les guides de pratique qui peuvent être en France édités par la Haute Autorité de la Santé, le Haut Conseil de la Santé publique et différents organismes dans le champ de la santé. Donc voilà un peu les différentes catégories de connaissances qui peuvent être utilisées lorsqu'on parle de données probantes. Donc, on ne s'arrête pas juste sur les connaissances scientifiques, mais voilà, on peut utiliser les connaissances expérientielles, les connaissances contextuelles et les connaissances euh, des populations, des patients et les expériences des professionnels. Donc, voilà un peu ce qu'on entend par données probantes. Et donc, on va aborder les enjeux autour de l'utilisation des connaissances scientifiques par les acteurs du champ de la promotion de la santé en France. Et on peut avoir trois catégories d'acteurs. Il y a les acteurs de terrain, il y a les décideurs qui, eux, utilisent les connaissances scientifiques pour pouvoir appuyer les pratiques qu'ils développent ou les politiques publiques qu'ils essaient de mettre en œuvre dans une région, dans un département ou dans une ville. Donc, il y a les décideurs et les acteurs de terrain qui sont la première catégorie. Donc, ils peuvent utiliser les connaissances, ils peuvent aussi participer à la production ou à la coproduction de ces connaissances. Donc, en termes de deuxième catégorie de personnes, on peut avoir les chercheurs qui, eux, produisent des connaissances dans le champ de la promotion de la santé pour pouvoir répondre à des problématiques au niveau de la population. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui font de l'intermédiation. Donc, c'est toutes les institutions, toutes les organisations qui essayent de mettre à disposition des différents des chercheurs, que ce soit des chercheurs ou des acteurs, des décideurs, de créer du lien entre ces deux catégories d'acteurs pour pouvoir faciliter l'utilisation des connaissances qui sont disponibles voilà, qui sont actuellement disponibles. Donc, dans un premier temps, je vais me focaliser sur les enjeux autour de l'utilisation des données probantes par les acteurs de terrain et les décideurs dans le champ de la promotion de la santé en France. Je pense que voilà, beaucoup de personnes ici ont vu ce rapport qui est sorti récemment de l'IGAS sur la prise en compte des preuves scientifiques dans les actions de prévention et de promotion de la santé. Et dans ce rapport vraiment brosse vraiment tous les enjeux autour de l'utilisation des connaissances scientifiques par les acteurs de terrain. Et dans ce rapport, voilà, ce rapport montre clairement qu'il existe un écart entre les données probantes disponibles dans le champ de la promotion de la santé et leur utilisation de manière concrète par les acteurs de terrain, par les décideurs pour pouvoir appuyer les politiques publiques qu'ils peuvent mettre en place dans ce champ. Et ce rapport nous montre également que le pilotage des interventions de promotion de la santé en France est différent selon les régions. Donc, selon chaque région, les stratégies de soutien aux associations ou aux organisations qui déploient les activités, les interventions de promotion de la santé peuvent différer. Par exemple, l'ARS Nouvelle-Aquitaine prévoit le financement à partir de 2026 que des actions de prévention qui sont basées sur les données probantes. Et par exemple, en RSI de France, le focus est plus mis sur les populations fragiles et une montée en compétence des différents acteurs qui soutiennent le déploiement des interventions de promotion et de prévention de la santé en Île-de-France. Et l'ARS Normandie, eux, jouent un peu sur une position intermédiaire entre ces deux différentes approches. Donc, on voit bien que selon les régions, les stratégies de soutien ou d'accompagnement des interventions de promotion de la santé peuvent différer. Et ce rapport nous montre également que malgré la mise en place par Santé Plus France d'un registre des interventions efficaces ou prometteuses en promotion de la santé, il existe toujours des difficultés pour les acteurs de terrain, les décideurs, pour pouvoir prioriser, pour pouvoir concevoir et implémenter les interventions de promotion et prévention de la santé en France. Donc, cela soulève encore des enjeux au niveau de la transférabilité de ces interventions qui sont efficaces dans un contexte, mais qui ne le sont plus dans un autre contexte parce que les enjeux autour de la transférabilité
peuvent jouer sur l'efficacité des actions probantes qui sont peut-être mises à disposition sur ces différentes plateformes d'actions probantes. Donc, les enjeux autour de la transférabilité renvoie à la capacité d'une intervention de mener dans un certain contexte, de produire les mêmes résultats dans un autre contexte. Donc, il peut y avoir une différence par rapport au système de santé, par rapport à l'état de santé de la population, par rapport aux acteurs, par rapport aux financements qui sont disponibles pour ces interventions. Donc, voilà un peu. Et je vais aussi parler de cette étude, de ce rapport scientifique qui a été produit par la Société française de santé publique en 2016, qui questionnait les pratiques en termes d'utilisation des connaissances scientifiques par les acteurs de terrain dans le champ de la promotion promotion de la prévention de la santé. Donc, c'est une étude de 2016 et cette étude, c'était une enquête en ligne auprès de 400, il y a eu 408 répondants auprès des intervenants de première ligne. Et cette étude, ce qui ressortait globalement de cette étude, c'est qu'il y avait un faible recours des acteurs de terrain aux bases de données scientifiques qui nécessitaient des abonnements. Donc, trois freins pouvaient, voilà, être, ils ont relevé trois freins qui constituent en partie, qui peuvent expliquer ce faible recours des professionnels de terrain aux bases de données qui sont payantes. Donc, il y avait la difficulté, premier obstacle, la difficulté des acteurs pour repérer et accéder aux bases de données scientifiques. Donc, ceci nécessite un besoin d'accompagnement des acteurs de première ligne pour pouvoir voilà, les outiller, les former pour qu'ils puissent être en mesure de repérer et d'accéder aux bases de données scientifiques. La deuxième difficulté, c'était l'absence de moyens financiers pour accéder aux articles qui étaient payants. Donc, 70% des acteurs déclaraient ne pas bénéficier de budget pour pouvoir voilà, acheter les articles ils sont payants. Et le troisième frein à l'accès des acteurs de première ligne aux connaissances scientifiques, c'est la non-maîtrise de l'anglais qui, pour 6% des répondants, était un problème pour pouvoir accéder aux connaissances scientifiques qui étaient disponibles. Et je vais revenir sur ça plus tard, mais ces résultats corroborent les résultats que nous, on a eus dans le cadre de notre recherche-action où on a mené une étude au sein de l'ARS de France et au sein du siège et de deux délégations départementales de l'ARS de France où on a essayé d'évaluer l'utilisation des connaissances scientifiques par les acteurs du département de la santé publique et du département de la promotion de la santé, de deux délégations départementales. Et ces mêmes obstacles ont été relevés dans notre recherche action. Donc, c'est un des freins voilà, qui existe, mais qui persiste malgré les différentes activités du transfert de connaissances qui peuvent être initiées sur ce champ. Donc, nous allons passer maintenant aux enjeux de la production et de la diffusion des données probantes pour les chercheurs dans le champ de la promotion de la santé en France. Donc, dans un premier temps, on a abordé les enjeux pour les utilisateurs, pour les acteurs de terrain. Et maintenant, on va parler des enjeux pour les chercheurs qui travaillent dans le champ de la promotion de la prévention et de la promotion de la santé en France. Il y a peu d'interventions en France qui sont évaluées, qui sont décrites et donc peu transférées. Donc, il y a des enjeux d'évaluation des interventions qui sont menées en France. Il y a les enjeux de valorisation des interventions qui sont déjà faites dans nos descriptions. Et je pense que depuis un moment, il y a le portail CAPS qui essaye de capitalisation des interventions en promotion de la santé, qui essaye voilà, de capitaliser les différentes interventions qui sont menées en France. Donc, pour vraiment décrire ces interventions et les permettre à d'autres personnes de pouvoir les expérimenter dans d'autres contextes. Donc, il y a aussi un défi de financement. Donc, il y a dans le champ de la recherche interventionnelle en France, donc, il y a peu de budget, moins de 10 millions par an pour pouvoir financer ce champ de la recherche interventionnelle par rapport à d'autres pays. Les chercheurs en France sur ce champ disposent de peu de budget pour pouvoir évaluer des projets et mener des recherches qui puissent vraiment être utiles pour pouvoir mettre en place des actions probantes. Donc, il y a aussi la question de la faible structuration du paysage universitaire et des liens inégaux engagés avec le tissu associatif. Donc, il y a un défi
en termes de collaboration entre les équipes de recherche, les laboratoires et les acteurs de terrain, que ce soit les acteurs associatifs ou étatiques, pour pouvoir développer beaucoup de recherches voilà, participatives sur ces questions. Donc, il y a aussi le défi du manque de compétences et de temps et de ressources des chercheurs pour transférer de manière efficace les connaissances qui sont produites par les chercheurs. Parce que souvent, les chercheurs veulent bien transférer les résultats, mais aujourd'hui, voilà, peu de chercheurs ont les compétences pour le faire de manière efficace et peu de chercheurs, aujourd'hui, c'est pas des, voilà, dans la carrière des chercheurs, voilà, le transfert de connaissances n'est pas forcément une priorité. Donc, ils font déjà pas mal de choses. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que c'est aux chercheurs de faire ce transfert de connaissances ou ils ont besoin d'être accompagnés par des spécialistes pour pouvoir mieux transférer les résultats qui sont produits par les chercheurs. Donc, il y a aussi le format des données probantes qui sont produites qui ne sont pas toujours adaptés aux acteurs de terrain. Donc, on va aborder quelques concepts clés du transfert de connaissances. On va commencer par la définition du transfert de connaissances. Qu'est-ce que le transfert de connaissances? Le transfert de connaissances, c'est l'ensemble des efforts consentis pour faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche en vue de leurs utilisations par les milieux de pratique, les décideurs, le grand public, que la démarche soit interactive ou non. Donc, c'est toutes les activités, toutes les stratégies que, qu'on peut mettre en place pour pouvoir faire connaître et reconnaître les activités, les activités, les résultats d'une recherche ou des recherches pour que ces recherches puissent être utilisées. Donc, il y a le but qui est l'utilisation de ces connaissances. Donc, il ne suffit pas juste de diffuser les connaissances, il ne suffit pas juste de les valoriser, mais il suffit vraiment de mettre en place toutes les stratégies, les mécanismes possibles pour pouvoir faciliter l'utilisation des connaissances par ceux qui doivent l'utiliser. Donc, ça, c'est vraiment important pour la définition du transfert de connaissances. Donc, ça va au-delà de juste diffuser, ça va au-delà de juste valoriser, mais il faut que ces connaissances-là, on puisse assurer qu'elles puissent être utilisées par ceux qui doivent l'utiliser pour à pouvoir amener un changement de pratique. Donc, quelle est la finalité du transfert de connaissances? Elle peut avoir plusieurs buts, hein. Elle permet d'éclairer la prise de décision, donc les décideurs. Elle permet d'améliorer les pratiques par les acteurs de terrain. Elle peut permettre d'amener un changement individuel de comportement ou organisationnel. Donc, si on veut un changement, il faut vraiment intensifier les stratégies de transfert de connaissances pour pouvoir amener un changement individuel ou dans une organisation. Elle permet de concevoir, d'élaborer des politiques publiques ou des programmes basés sur les données probantes et elle permet de modifier les situations qui peuvent être problématiques qu'on identifie dans une population, dans un contexte spécifique et on essaie d'y remédier par les connaissances qu'on va mettre à disposition des différents acteurs. Dans le champ de la promotion de la santé, quels sont les buts des différentes stratégies de transfert de connaissances qui peuvent être mises en place? Le premier objectif peut être de permettre aux décideurs, aux intervenants, de fonder leur choix sur des données probantes et prometteuses. Donc, en réalisant des évaluations rigoureuses, que ce soit quantitatives et ou qualitatives, de capitaliser les expériences et de démontrer l'efficacité et l'efficience des programmes et des stratégies qui ont montré leurs preuves dans d'autres contextes. Et surtout aujourd'hui où on est dans un contexte de, de rareté des ressources, le transfert de connaissances peut être utile pour pouvoir mettre en œuvre des interventions en promotion de la santé qui ont démontré leur efficacité et surtout leur efficience. Parce que voilà, on est dans un contexte en France où voilà, les ressources sont de plus en plus rares pour pouvoir mettre en place des activités. Donc, identifier les actions qui sont efficientes permet de pouvoir les mettre en place dans un contexte de rareté des finances. Donc, il y a le deuxième but, ça peut être de renforcer le lien entre la recherche et la pratique. Donc, c'est de renforcer le lien entre le monde de la recherche et de la pratique, qui sont souvent deux mondes qui sont des mondes séparés. Donc, le transfert de connaissances vise vraiment à renforcer le lien entre les acteurs de terrain et les chercheurs pour pouvoir voilà, faciliter l'utilisation des connaissances scientifiques par les acteurs de terrain, les décideurs. Et pour les chercheurs, le renforcement de ce lien permet aux chercheurs de pouvoir construire des questions de recherche plus pertinentes
et pour pouvoir voilà, faire progresser des problématiques des acteurs de terrain. Donc, d'où l'intérêt de la co-construction des interventions de promotion de la santé ou des recherches pour pouvoir que ces recherches soient en adéquation avec les problématiques des acteurs de terrain. Donc, voilà. Et je voulais vraiment voilà, spécifier ce concept-là, les trois types d'utilisation des connaissances, des connaissances. Donc, il y a trois types d'utilisation. Et selon le but visé, les types d'utilisation ne sont pas les mêmes. Donc, le premier type d'utilisation des connaissances, il y a ce qu'on appelle l'utilisation conceptuelle des connaissances. Donc, l'utilisation conceptuelle, c'est d'utiliser les connaissances qui sont disponibles pour pouvoir amener à une compréhension d'une situation, d'une problématique, d'un fait dans un contexte bien spécifique. Donc, un problème peut être connu dans un contexte, mais dans un autre contexte, ce problème n'est pas connu par la population. Donc, il faut d'abord travailler la perception de la problématique par cette, voilà, ce qu'on veut toucher. Donc, il y a d'abord l'utilisation conceptuelle des connaissances. Donc, il faut travailler ce type d'utilisation. Donc, les connaissances qui sont disponibles peuvent être utilisées pour d'abord travailler l'utilisation, la compréhension du problème par les populations qu'on veut toucher. Et le deuxième type d'utilisation des connaissances, il y a ce qu'on appelle l'utilisation instrumentale. Donc, l'utilisation instrumentale vise à prendre des décisions, à mener des politiques publiques, à mettre en place des actions sur la base des connaissances qui sont disponibles. Donc, ça, c'est la mise en œuvre des interventions, l'utilisation instrumentale. Mais souvent, de manière générale, euh, beaucoup de personnes vont directement, on va souvent directement à l'utilisation instrumentale. Donc, on veut directement mettre en place des actions sans toutefois travailler l'utilisation conceptuelle des connaissances. Des fois, les deux peuvent aller de pair, mais il faut avoir ça en esprit que au-delà de mettre en place des actions, des fois, il est nécessaire de travailler la compréhension de la problématique dans un contexte bien défini. Donc, comme troisième type d'utilisation de connaissances, il y a ce qu'on appelle l'utilisation persuasive des connaissances. Donc, l'idée ici, c'est de faire du plaidoyer. L'idée, c'est de légitimer une action qu'on met en place par les connaissances scientifiques dont on dispose. Donc, ça peut permettre de justifier une action qu'on n'a jamais mis en place, mais d'appuyer cela sur des connaissances scientifiques pour justifier ou délégitimer une action qu'on ne veut pas mettre en place, mais qui doivent être appuyées sur la base des connaissances scientifiques. Donc, voilà globalement, rapidement, les trois types d'utilisation des connaissances scientifiques. Quelles sont les différentes étapes du processus de transfert de connaissances? Voilà, comme on le voit ici, euh, le transfert de connaissances de manière optimale, on le voit au milieu, c'est une interaction entre les producteurs de connaissances, les chercheurs et les utilisateurs de connaissances qui peuvent être les acteurs de terrain, qui peuvent être des décideurs. Donc, il y a deux stratégies qui doivent pouvoir interagir. On voit en haut la stratégie de diffusion. Donc, la stratégie de diffusion, ça, c'est la stratégie qui doit être mise en place par les chercheurs. Et en bas, on voit la stratégie d'appropriation. Donc, la stratégie d'appropriation, c'est comment les utilisateurs s'approprient les connaissances qui sont disponibles. Et donc, des fois, pour le chercheur, il peut y avoir la production, la coproduction des connaissances par les décideurs avec les acteurs de terrain. Mais voilà, deux phases qui sont importantes deux étapes qui sont importantes dans ce processus. Il y a la phase d'adaptation des connaissances et la phase de diffusion. On entend par adaptation des connaissances, c'est-à-dire que les connaissances qui sont disponibles doivent être mises sous des formats dans un langage accessible aux utilisateurs. Donc souvent, un chercheur il va publier un article scientifique en anglais dans une revue internationale et donc il se dit que c'est suffisant. Et donc, alors que ce n'est pas suffisant parce que le langage qui est dans cet article, le format ne permet pas aux utilisateurs de pouvoir comprendre ce que le chercheur dit. Donc, l'avantage ici, c'est de pouvoir identifier les outils en plus des articles scientifiques qui permettent d'adapter les connaissances, de les diffuser aux potentiels utilisateurs qui sont identifiés. Et après, maintenant, au niveau des utilisateurs, eux, ils doivent maintenant déployer des stratégies d'appropriation pour pouvoir recevoir ces connaissances, les adopter, se les approprier avant de les utiliser. Donc, avant d'utiliser, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires. Et malheureusement, souvent, beaucoup de stratégies de transfert de connaissances se focalisent juste sur la stratégie de diffusion et on ne travaille pas assez la stratégie d'appropriation des connaissances par les utilisateurs potentiels. Donc, le projet, la recherche-action que je vais présenter tout à l'heure, on va plus se focaliser sur comment voilà, mettre en place cette stratégie d'appropriation
de connaissances dans une organisation comme une agence régionale de santé en France. Donc, voilà. Les stratégies de transfert de connaissances s'appuient sur des modèles conceptuels, hein. Et l'un des modèles les plus utilisés dans le monde, dans la littérature, c'est le Knowledge to Action de Graham et Hall, qui est un modèle qui permet d'aller des connaissances à leur utilisation par les utilisateurs. Donc, on voit bien au milieu ici, vous voyez, il y a la création de connaissances. Donc, il y a les connaissances qui sont issues de la recherche, qui sont synthétisées, qui sont mis sous forme d'outils, de guides de pratique. Donc, il y a l'adaptation des connaissances qui est au milieu. Et donc, après ces connaissances sont adaptées, ils doivent rencontrer, on voit en bas ici, les problèmes des utilisateurs. Donc, les utilisateurs sont confrontés à un problème. Donc, ils vont essayer de faire l'état de la littérature. Ils vont identifier les guides de pratique. Ils vont identifier des synthèses de connaissances qui sont disponibles, qui ont été synthétisées dans un format adapté. Et donc, après, les connaissances qui sont réceptionnées par les utilisateurs vont rentrer dans un cycle maintenant d'utilisation. Donc, on a une première étape, l'adaptation des connaissances dans un contexte local, identifier les facteurs d'influence à l'utilisation de ces connaissances, sélectionner, adapter et mettre en œuvre des stratégies, monitorer l'utilisation de ces connaissances, évaluer les retombées de ces stratégies et favoriser la pérennisation de l'utilisation. Donc, il faut, dans une organisation, lorsqu'on veut vraiment mettre en place des stratégies d'utilisation des connaissances, d'appropriation de ces connaissances, et voilà, ce modèle conceptuel est vraiment utile pour pouvoir le faire de manière optimale. Donc, pour pouvoir aider les différents acteurs, que ce soit le monde de la recherche et le monde des décideurs ou les acteurs de terrain, qui sont des fois dans deux mondes différents, le coûtage de connaissances, qui est une stratégie de transfert de connaissances, est de plus en plus utilisée pour pouvoir être une interface entre la science, la pratique et la politique. Donc, le coûtage de connaissances, vraiment, est une interface qui permet de plus en plus de pouvoir créer un lien, créer un pont entre le monde de la recherche et le monde des acteurs de terrain, des décideurs. Donc, le courtage de connaissances vraiment est une stratégie de transfert de connaissances qui vise à accompagner les différents acteurs pour faciliter l'utilisation des connaissances scientifiques qui sont produites sur un champ. Donc, voilà, il peut y avoir des courtiers de connaissances qui peuvent être des organisations. Par exemple, dans le champ de la promotion de la santé, il peut y avoir les promotions santé, il y a au niveau national, la Santé publique France, il y a plein d'organisations qui peuvent jouer ce rôle-là de courtier de connaissances en tant qu'organisation. Donc, ils vont synthétiser les connaissances, ils vont les identifier et les mettre à la disposition des différents acteurs, que ce soit au niveau national ou régional ou départemental, pour pouvoir faciliter l'utilisation de ces connaissances. Et ces courtiers-là, ces intermédiaires peuvent être des individus dans une organisation et ces individus ont pour rôle de pouvoir créer le lien entre le monde de la recherche, les chercheurs et les utilisateurs potentiels. Donc, ils connaissent les besoins des utilisateurs, ils connaissent aussi les besoins des chercheurs, et donc ils essayent de pouvoir créer du lien pour que les deux mondes puissent se parler, puissent produire des connaissances et puissent faciliter l'utilisation des connaissances. Donc, dans le cadre de la recherche-action que nous avons menée en Île-de-France, voilà, on a essayé de tester cette fonction de courtier de connaissances, mais en tant qu'individu qui, au sein de la RSI de France, pour voir la pertinence de cette approche voilà, à la RSI de France. Donc, je vais partager voilà, les réflexions qu'on a eu à avoir sur cette recherche-action. Donc, on va partager rapidement quelques outils de transfert de connaissances. Comme outil, le premier outil, c'est le plan de transfert de connaissances. Donc, le plan de transfert de connaissances, on le voit à droite, voilà, ça peut être en une feuille c'est très synthétique, en une page ou deux pages. Ça permet de planifier les activités de connaissances, de pouvoir identifier les objectifs du transfert de connaissances, de pouvoir identifier les cibles, quel type de connaissances, sous quel format, à qui, quand, avec quelles ressources on fait des activités de transfert de connaissances. Donc, c'est vraiment une première étape lorsqu'on veut faire un transfert de connaissances efficace, il faut le planifier. C'est comme un chercheur. Aujourd'hui, aucun chercheur ne va sur le terrain sans avoir fait un protocole de recherche. Il planifie sa recherche. Donc, c'est la même chose. Lorsqu'on veut faire du transfert de connaissances, il faut le planifier dans un document et après, ce document peut être amendé au fur et à mesure qu'on avance dans les activités de transfert de connaissances.
Donc, en plus du plan de transfert de connaissances, il y a différents outils qui peuvent être cités. Il y a les notes de politique, les policy briefs, qui sont, voilà, c'est un test court, écrit en langage clair, dans un format attrayant qui permet de transférer les résultats de recherche avec des recommandations ou non pour des publics non spécialistes. Donc ici, l'objectif d'une note de politique, c'est vraiment de synthétiser l'information, d'enlever le jargon scientifique, de mettre de faire des visuels attrayants pour pouvoir le transférer à des publics non spécialistes qui ne sont pas des chercheurs. Donc, je pense que la communication orale, voilà, je pense que beaucoup de gens savent de quoi il s'agit, les infographies, les vidéos. Et l'autre outil aussi, c'est l'atelier délibératif, qui est un atelier qu'on organise, qui est un processus interactif qui réunit une variété d'acteurs impliqués ou touchés par un enjeu pour discuter des solutions sur la base des données, des données probantes. Et à la fin de cette discussion, ça peut aboutir à une entente, à des ententes ou à un plan d'action qu'on peut mettre en place. Donc voilà, ça, c'est différents outils de transfert de connaissances. Donc voilà, je ne veux pas peut-être tous les détailler tout ici, tous ces outils, mais voilà, ça, c'est un exemple de notes de politique. Donc il y a voilà, plusieurs notes de politique qui sont qui peuvent être réalisées et ça nécessite vraiment des compétences, une certaine expertise pour pouvoir réaliser des notes de politique efficaces qui sont attrayantes aussi. Voilà, je vais présenter le projet de recherche action qu'on a eu à mener avec l'ARSI de France 2022 à pour pouvoir identifier les connaissances scientifiques qui peuvent être utiles pour réduire les inégalités sociales de santé en Île-de-France. Donc, le projet s'appelle Projet COUTIS. Et donc, dans le cadre de cette recherche a duré 2 ans et elle a été co-construite entre les équipes de recherche, l'équipe de recherche du CEPED, l'équipe de recherche, l'équipe de l'Université de Montréal et la direction la direction de la santé publique de l'ARS de France. Donc, cette recherche action a été co-construite et en avril 2022, elle a débuté. Donc, on a eu un financement ANR et ARS. Et donc, le financement ARS était sur l'appel à projet dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 27 de la Sécurité de la santé. Donc, l'ARS avait lancé un appel à projet sur les inégalités sur la santé. Donc, cela fait suite aux enseignements de la crise de la COVID où, voilà, l'ARS Île-de-France voulait voilà, appuyer les interventions pour réduire les inégalités sur la santé pendant la COVID, sur les connaissances scientifiques. Donc, il y a eu des enjeux pour mobiliser ces connaissances scientifiques. Donc, c'est ça qui a amené à la co-construction de cette recherche-action. Donc, la RSI de France a financé la moitié de cette recherche-action. Donc, ça montre vraiment l'intérêt qu'ils avaient pour tester cette recherche-action. Donc, il y a les enjeux organisationnels, l'institutionnalisation de la mobilisation des connaissances scientifiques au sein de l'agence. Pour cette recherche-action visait 2 objectifs. Pour la RSI de France, c'est d'améliorer la pertinence de son action sur les inégalités sur la santé en utilisant les connaissances scientifiques pour éclairer la pratique et la prise de décision. Et pour nous, équipe de recherche, c'était d'évaluer l'efficacité et la mise en œuvre d'une intervention de courtage de connaissances au sein d'une institution de santé publique, comme la RSI de France. Donc, c'était de voir est-ce que c'était pertinent de tester la fonction de connaissances au sein de cette agence pour voir comment voilà, ça passait, quelles sont les limites, quels sont les enjeux de cette fonction au sein de cette organisation. Moi-même, j'ai intégré la direction de la santé publique de cette organisation et j'avais une collègue qui était dans le labo de recherche. Donc, on était à travailler comme courtier de connaissances. Et donc, on a déployé les activités de courtage de connaissances au sein de l'agence. Donc, il y avait globalement 3 activités qu'on avait. Dans un premier temps, on a une étude en 2022 qui portait sur l'analyse du contexte des obstacles, des facteurs qui pourraient favoriser l'utilisation des connaissances pour les agents de la RS de France. Donc, on a mené cette première étude. Et après, on a mis en place pendant un an des activités de coûtage de connaissances à l'endroit de certains agents de la RS de France. Et donc, après, on a réalisé l'évaluation des activités de coûtage de connaissances. Donc, l'article sur l'évaluation des connaissances
scientifique est en train d'être publié et l'article aussi sur les résultats des obstacles à l'utilisation des connaissances scientifiques est en cours de publication. Donc voilà, donc je vais vous montrer rapidement le schéma conceptuel de l'intervention de coûtage de connaissances en faveur de l'action des inégalités sociales de santé en Île-de-France. Globalement, on avait deux composantes. On a une première composante formation. Dans cette composante formation, on a d'abord, dans un premier temps, formé les acteurs, les agents de l'ARS Île-de-France qui étaient volontaires au concept de transfert de connaissances. Qu'est-ce que c'est le transfert de connaissances, les différents outils de transfert de connaissances. Donc, ils ont été formés sur ce premier aspect. Et dans un deuxième temps, on les a formés aussi sur la, comment repérer et identifier et chercher les connaissances scientifiques sur les bases de données. Donc, je pense qu'au début de la présentation, j'en avais parlé. Il y a des enjeux autour de la publication, de l'accès des acteurs qui travaillent dans le champ de la promotion de la santé aux bases de données et pouvoir identifier de manière efficace les activités scientifiques. Donc, on a eu à faire des séances de formation, on a réalisé des activités de synthèse, de connaissances, d'infographie, on a réalisé des activités de lecture critique d'articles. Et donc, la deuxième composante concernait l'intervention de chercheurs experts sur trois thématiques liées aux inégalités sur de santé. La première thématique portait sur la discrimination en santé. La deuxième thématique portait sur les métiers de médiation, les ressources humaines alternatives en santé. Et la troisième thématique portait sur l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé. Donc, on a identifié des chercheurs et on a créé des groupes thématiques au sein de l'agence. Et les agents qui voulaient, qui étaient volontaires à intégrer des groupes thématiques, ils ont intégré des groupes. Donc, chaque mois, on organisait des activités pour pouvoir inviter des chercheurs qui venaient présenter leurs travaux au sein de l'agence pour voilà, pouvoir discuter avec les agents sur les recherches, les résultats de recherche et les stratégies qui pourraient être mises en place pour pouvoir identifier des activités qui pourraient être mises en place sur cette thématique. Donc, voilà un peu globalement. Donc, l'objectif visé, c'est de pouvoir, à la fin de toutes ces activités de transfert de connaissances, augmenter, amener un changement de pratique individuelle d'utilisation des connaissances par les agents et aussi un changement de pratique organisationnelle. Donc, le plus grand défi qu'on a eu, c'est vraiment un changement de pratique organisationnelle. Donc, l'un des enjeux des stratégies, c'est de pouvoir amener un changement au sein de l'organisation. Et ça, c'est voilà, c'est en cours, donc il faut vraiment amener à beaucoup de changements. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a eu à réaliser plusieurs activités de transfert de courtage de connaissances. Donc, il y avait le suivi du MOOC de l'équipe Renard et de l'équipe de l'IED sur l'introduction au transfert de connaissances. Donc, les volontaires ont suivi ce MOOC. Et donc, à la suite de ce MOOC, ça leur a permis de mieux comprendre les concepts du transfert de connaissances. Mais un des défis qu'on avait par rapport au suivi de ce MOOC, c'était le faible taux de complétude du MOOC. Donc, environ 26% des participants ont validé ce MOOC. Et donc, comme je disais, on avait créé trois groupes thématiques et on invitait les chercheurs sur chaque thématique à venir présenter leurs travaux de recherche aux membres de ces groupes pour pouvoir permettre une utilisation conceptuelle et instrumentale des connaissances qui étaient mises à leur disposition. Donc, un des enjeux, c'était les enjeux de mobilisation du personnel sur la durée et le temps mis par ces agents dans ces activités n'était pas valorisé. Donc, on avait aussi des difficultés, les défis par rapport à l'application des concepts qui étaient vus par les agents lors de ces différentes activités de coûtage de manière pratique voilà, dans leur pratique au quotidien. Donc, je vais rapidement finir bientôt. C'est que la première étude qu'on a eu à réaliser sur les obstacles à l'utilisation des connaissances scientifiques au sein de l'agence, on a eu à avoir comme résultat les obstacles qui revenaient le plus, c'est le manque de temps des agents, le manque de compétences pour accéder et évaluer la fiabilité des connaissances scientifiques, la barrière linguistique, je pense qu'on l'a déjà vu, et ça, c'est vraiment les barrières, les barrières, les obstacles de l'organisation. Donc, les défis d'avoir accès aux connaissances lorsqu'elles sont payantes. Donc, ça rejoint le rapport qui a été réalisé en 2016 par la Société française de santé publique. Donc, ces mêmes enjeux-là ont été identifiés dans le cadre, dans nos travaux.
Donc, je vais finir par là. Voilà, je vais aborder quels sont les apports que le projet Coutis a pu avoir et les enjeux au sein de l'Agence régionale de la santé de France. Ça permet d'améliorer voilà, collectivement l'utilisation des connaissances scientifiques, plus la meilleure compréhension de certains concepts et voilà, une utilisation instrumentale, même si voilà, ce n'était pas optimal. Maintenant, voilà, on a travaillé avec l'ARS à intégrer les enjeux de transfert de connaissances dans le programme régional de santé, le PRS3. Et un des gros défis de l'agence, c'est d'augmenter l'accessibilité des ressources qui sont disponibles, les ressources documentaires qui sont disponibles. Donc, des fois, les ressources sont disponibles, mais les gens n'ont pas forcément, c'est pas visible pour les agents ou lorsque c'est visible, les agents n'ont pas, comme on l'a vu, accès aux articles qui sont payants. Donc, c'est un défi. L'autre défi, c'est la pérennité des activités de coûtage. Donc, c'est comment ancrer ces activités-là dans l'organisation. Donc, ça, c'est en réflexion. Il y a aussi la mise en place d'ateliers d'échange de pratiques méthodologiques. Par exemple, on avait organisé deux activités. On a formé les agents sur l'utilisation de l'outil Reflex CSS, qui est un outil qui permet de voir si les indicateurs de santé ont été intégrés dans les projets qui sont soumis au financement aux agents de l'ARSI de France. Donc, un des enjeux, ce n'est pas parce qu'un outil est disponible que voilà, les agents l'utilisent toujours. Donc, ça nécessite souvent un accompagnement à l'utilisation. Donc, ça nécessite des ateliers d'initiation et d'utilisation des différents outils qui peuvent exister sur le champ de la promotion de la santé. Et l'autre grand défi, c'est comment intégrer l'utilisation des connaissances scientifiques dans les fiches de poste des agents. Parce que pour beaucoup d'agents, ce n'est pas dans les fiches de poste, donc ce n'est pas une priorité de l'organisation. Donc, l'autre enjeu, c'est comment intégrer et dédier le temps pour permettre aux agents de pouvoir lire les articles scientifiques et quand c'est nécessaire et pouvoir l'intégrer dans leur pratique. Donc, voilà un peu les enjeux qu'on avait. Donc, si vous avez des questions, voilà, je vais répondre. Donc, ça c'est les liens vers les MOOC de l'équipe RENA qui sont gratuits en anglais et en français. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'équipe RENA et voir les MOOC sur les transferts de connaissances, sur la note de politique, sur le coûtage de connaissances. Donc, il y a trois MOOC qui sont disponibles, qui sont gratuits. Les deux premiers sont en anglais et en français. Donc, pour ceux et celles qui veulent voilà, mieux se former sur les enjeux du transfert de connaissances. Donc, voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Un immense merci, Tony. C'était excellent à la fois en termes de conceptuel et d'explications concrètes et d'exemples. On a beaucoup de questions et on a plus que 12 minutes, donc on va essayer d'être efficace. Je vais répondre à la première question dans le chat de Christophe. Hello, hello Christophe, ravi de te revoir. Toutes les diapos, elles seront disponibles dans le replay qui sera sur YouTube, dans notre chaîne YouTube. Donc, si vous nous suivez sur LinkedIn, on mettra le replay. Puis tous ceux qui sont ici, du coup, vous recevrez aussi un mail avec le replay sur votre boîte mail. Et dès à présent, du coup, je passe à la question plus scientifique. Donc, tour de Christophe, qu'est-ce qu'on appelle base de données scientifique? CF rapport de santé de la Société française de santé publique. Tony. Euh, Base de données scientifiques, comme PubMed, les bases de données sur lesquelles on peut aller chercher les connaissances scientifiques. Maintenant, sur les sites de Santé publique France ou la SFSP, des fois, il peut avoir des rapports ou des recommandations ou des avis qui sont donnés sur la base des connaissances scientifiques. Donc, c'est scientifique, c'est appuyé sur les revues de la littérature, sur la connaissance scientifique. Donc, c'est scientifique. Merci beaucoup. On a une question de Anne Turé. Bonjour à toutes. Quelles connaissances scientifiques, à quelle granularité les ARS ont besoin de disposer de connaissances? Ils ont à disposition SPF en région et parfois un ORS ou un IREPS. Pourriez-vous préciser? OK. Euh, Même lorsqu'ils ont des ORS, ils ont des IREPS, ils ont Santé publique France, les agents pour s'approprier les recommandations, pour pouvoir appuyer ces recommandations sur
pour pouvoir mettre en place des projets, pour pouvoir décider si je finance tel projet qui m'est soumis ou pas. Il faut qu'ils s'appuient sur des connaissances. Et des fois, toutes ces organisations ne sont pas, voilà, tout ce qui est mis en place n'est pas toujours à jour. Et des fois, ils vont chercher des connaissances pour pouvoir eux-mêmes comprendre les enjeux autour de la thématique. Et des fois, ce ne sont pas toujours des experts des différentes thématiques. Par exemple, dans une délégation départementale, ceux qui travaillent dans le champ de la promotion de la santé, ils travaillent sur beaucoup de thématiques. Et donc, eux, par exemple, ils s'attendent à ce que les référents thématiques qui sont au niveau du siège leur fournissent des documents qui sont déjà prêts, synthétisés, compréhensibles, pour qu'ils puissent être des relais de ces connaissances-là auprès des associations, que ces connaissances-là ils puissent utiliser ces connaissances pour pouvoir prioriser ce qu'ils financent, ce qu'ils ne financent pas, les orientations sur le terrain. Donc, malgré tout ce qui est disponible, ils ont toujours besoin eux-mêmes de pouvoir aller à chercher les connaissances pour pouvoir prioriser, orienter des décisions. Merci beaucoup Tony. Une autre question de Thierry Tran. Comment évalueriez-vous la reconnaissance des enjeux de transfert de connaissances actuellement du point de vue des chercheurs, chercheuses et des décideurs, décideuses, en particulier vis-à-vis du financement de projets présentant une approche participative, notamment, est-ce que la valeur ajoutée est reconnue et aide à obtenir les financements? Donc il y a deux questions hein, sur... OK. Oui, oui. Euh, Ça, c'est ce que j'avais soulevé comme enjeu aujourd'hui par rapport au transfert de connaissances, c'est que les, les chercheurs aujourd'hui, la question des transferts de connaissances n'est pas valorisée, ne fait pas partie de leurs priorités. Et aujourd'hui, moi, je le comprends parce que, au fond, ils sont déjà pris à répondre aux appels au projet. Voilà, il y a trop d'activités que les chercheurs réalisent qu'au final, aujourd'hui, de ce que moi j'ai eu à faire, des formations, plein d'autres activités d'accompagnement des équipes de recherche, pour pouvoir faire du transfert de connaissances à la fin de leur projet, c'est que ils sont bien sensibilisés à ces enjeux, mais ils n'ont soit pas des fois les compétences ou ni le temps, ni les ressources pour le faire. Donc, pour moi, plus les chercheurs vont budgétiser voilà, ces enjeux, la question du transfert de connaissances dans les appels à projets pour avoir des financements sur ces enjeux-là, lorsqu'ils ils montent des projets, plus voilà, ils auront les ressources pour pouvoir mieux le faire. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas encore valorisé dans voilà, dans les parcours des chercheurs. Donc, pour moi, tout, ça reste à faire. La valorisation de l'implication des activités participatives, des apports participatifs et des activités de transfert de connaissances, aujourd'hui, ce n'est pas reconnu voilà, comme activité que les chercheurs font. Merci L'autre beaucoup. aspect, c'était quoi, la deuxième question? Euh, C'était sur, alors je viens de cliquer sur répondu, c'était sur, bah, c'était un peu ça, il y avait une partie, comment est-ce qu'on évalue la reconnaissance des enjeux du transfert de connaissances et du coup, par rapport au projet des financements avec des recherches participatives, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée et ça aide à obtenir des financements? Donc tu as un peu Bon, répondu aux deux, mais aujourd'hui, il y a des financeurs, par exemple au Canada, aujourd'hui, beaucoup de financeurs, c'est obligé d'avoir un plan de transfert de connaissances lorsqu'on soumet des projets. Mais en France, c'est en train de venir et je pense que dans les années à venir, ça sera voilà, peut-être exigé par les financeurs. Donc, voilà, en France, c'est pas encore institutionnalisé, mais je sais qu'au Canada, il y a pas mal d'institutions de financement de la recherche qui exigent un plan de transfert. ouais. Donc aujourd'hui, c'est pas, voilà, c'est pas un aspect, je pense pas qui est forcément regardé lorsque les gens soumettent des financements, des projets à des appels à projets. Ouais. Pour la recherche participative, il y a plusieurs financeurs qui exigent ou en tout cas qui font spécifiquement des appels à projets participatifs. Il y a le CLARA, il y a l'INCa, il y a aussi l'ANR. Voilà, on peut avoir certains où c'est vraiment lié à la recherche participative, mais c'est pas transfert, c'est vraiment voilà, c'est lié à la recherche participative, quoi. Alors, une question très concrète, pourriez-vous expliquer l'usage du terme courtage et la différence avec la médiation scientifique? Donc, Ok, courtage vs médiation scientifique. ok. Ouais, non, c'est une très bonne question parce que le thème coûtage de connaissances, même dans le cadre de notre recherche-action, a amené beaucoup de problèmes, beaucoup de discussions même dans notre équipe de recherche parce qu'en France, lorsqu'on dit coûtage, coûtage ou coûtier, ça renvoie à quelque chose d'économique. Donc, il y a eu des résistances même des agents qui n'avaient pas compris ce thème. Voilà, ils se disent, mais c'est quelque chose de financier. Ils étaient vraiment réticents dès le départ et il a fallu qu'on explique ce que ça veut dire, c'est de l'intermédiation. Mais en fait, aujourd'hui, cette réflexion, on le poursuit dans le cadre du réseau qu'on a mis en place des professionnels
du transfert de connaissances et de la diffusion des connaissances, parce que c'est une question qui se pose en France. Parce qu'aujourd'hui, dans la littérature internationale, c'est le coûtage qui est utilisé. Maintenant, en France, lorsqu'on parle de médiation scientifique, ça renvoie à la médiation sciences-société. Donc, alors que le coûtage de connaissances ne vise pas que la science-société, ça vise les sciences politiques et pratiques. Donc, cette question-là de terminologie, on est dans le cadre du réseau des professionnels de diffusion, on est en train de discuter sur cette question parce qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas encore trouvé, des fois d'autres s'appellent conseiller scientifique, chargé de projet. Donc, il y a tellement, on a fait une étude récemment dans le cadre d'un appel, de l'appel à manifestation dans le cadre du réseau, et il y a une diversité d'appellations. Et donc, cette question, voilà, on n'a pas encore la réponse à ça et on va échanger sur ça pour voir en France quel est le thème le plus approprié. Merci beaucoup. Après, on a des questions sur Adèle Perrin. Pour les transferts de connaissances, faut-il prendre en compte le niveau de littératie en santé du public cible ou proposer des méthodes d'adaptation des actions de la promotion de la prévention de la santé à un faible niveau de littératie? Bon, je pense que c'est les deux parce que, il faut voilà, prendre en compte le niveau de littératie du public cible et maintenant à mettre en place des activités pour pouvoir augmenter ce niveau de littératie, littératie. Donc, pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire voilà, un transfert de connaissances, on identifie à qui on veut transférer quelle connaissance à qui. Et maintenant, par rapport à qui, le acquis, maintenant, il faut travailler voilà, la littératie des fois en santé de ce public cible. Et voilà, ça peut être par différents outils, hein, des infographies, des vidéos et selon les langues des publics cibles. Donc, voilà, ça s'adapte. Après, toujours de Adèle Perrin, est-ce qu'il existe des formations pour créer des infographies ou des vidéos? Bon, moi, j'ai appris sur le tas hein, des formations sur comment faire des infographies sur Canva, mais je pense que ça doit exister. Maintenant, si c'est pas, voilà, ça nécessite peut-être beaucoup d'efforts. Maintenant, si c'est juste pour une intervention, il faut solliciter les spécialistes qui vont vous accompagner à réaliser des vidéos ou voilà, à faire des infographies. Maintenant, si c'est que vous voulez vous spécialiser sur ça, je pense que sur Internet, vous aurez forcément des formations. Il y a des gens qui sont des communicants, donc ils seront mieux vous conseiller sur ces deux plans. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir le lien d'information sur le MOOC? On le mettra sur LinkedIn et par mail, donc ça Ok. sera directement mis. Et de Thierry Tran, est-il envisageable, est-il envisageable d'envisager qu'une ARS finance une mission pour des associations ou chercheurs-chercheuses qui seraient chargés de sensibiliser des agents à l'accès aux bases de données, présenter des synthèses sur les données probantes pour éviter de dédier du temps des agents pour la lecture de littérature inaccessible ou en anglais? Encore faut-il convaincre de la valeur ajoutée, mais cela ne semble pas impossible. Oui, mais je pense que ce que je vous ai présenté, ça montre l'intérêt de l'ARS de France. S'ils ont financé la moitié de cette recherche-action, ils sont convaincus de la pertinence. Et il n'y a pas que ces dispositifs. Je sais que l'ARS en Bretagne, avec le HSP, il y a un dispositif qui s'appelle le DRIES, qui est un dispositif de courtage de connaissances qui est voilà, entre deux ARS et le HSP. Donc, il y a ces dispositifs qui existent déjà. Maintenant, la question qui se pose, c'est la pérennité de ce type de financement. Donc, voilà, beaucoup de recherches actions sont réalisées, beaucoup de projets sur 1, 2 ans, 3 ans, mais au final, par exemple, actuellement, il y a les coupes budgétaires, c'est les premiers projets qui sont sautés. Donc, voilà, je pense que la pertinence, elle est là. Voilà, la réflexion, je pense que les trois hypothèses qu'on avait avec la RSI de France au début de notre recherche-action, c'est de se dire que est-ce qu'il faut internaliser cette fonction au sein de l'agence? Mm. Est-ce qu'il faut renforcer des structures qui le font déjà et pour qu'ils puissent mieux le faire, ou est-ce qu'il faut faire le mix des deux? Donc, ça, selon chaque contexte, chaque ARS, les stratégies ne sont pas les mêmes. Je pense que l'ARS Bretagne, je pense, avec le HSP, eux, ils ont externalisé la fonction, ils ont créé un dispositif au niveau de l'EHSP. Donc, voilà. Ça va dépendre, comme je le disais, des ARS, des financements qui sont disponibles et la question de la pérennité de ces interventions se pose. Parce que bah, nous, on était dans une recherche-action, c'est fini et puis c'est fini. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Il reste quelques questions, on va essayer de les finir et puis de clôturer pour pas que vous partiez en retard. Si demain les ARS ne financent plus des actions de probante, comment permettre l'innovation et la production de nouvelles données, notamment expérientielles? Euh, C'est celle de Anya Nogues, si tu la vois en même temps que moi. Si demain les ARS ne financent plus des actions probantes, comment permettre l'innovation et la production de nouvelles données? bon, ça, bon, je ne serais pas capable d'y répondre, mais je pense que aujourd'hui, la majorité des ARS sont dans la dynamisme du portail CAPS. Ils y adhèrent et autres. Maintenant, après, c'est comment accompagner toutes ces interventions pour pouvoir. L'une des questions qui se posent, c'est, voilà, d'autres se disent les capitalisations et autres. Lorsqu'on change de contexte, c'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est des questions qu'il faudra discuter, mais je pense que la réponse, on n'aura pas maintenant. Et je pense pas que demain, ils ne vont que financer que les actions probantes, mais ils vont peut-être former les acteurs, encourager les acteurs à pouvoir euh, euh, mieux identifier, mieux transférer les actions probantes dans le contexte. Ok, on va prendre une dernière question. Peut-on imaginer créer une instance au sein des gouvernements en lien avec les institutions et universités? Euh, Oui, ça va dépendre des pays, des contextes. Je sais que voilà, au Canada, il y a une instance, il y a les conseils scientifiques du gouvernement. Donc, il y a des instances qui sont créées pour pouvoir faciliter le lien entre sciences et politique. Ça, c'est pendant la COVID, on a vu, il y a eu des conseils scientifiques qui ont été créés pour pouvoir aider les gouvernements. Maintenant, c'est la pérennité, comme je dis, hein, de ce type d'instance-là qui pose problème. Des fois, il y a plusieurs enjeux, les enjeux disciplinaires, les enjeux politiques. Donc, toujours, le politique, voilà, il utilise les connaissances comme il veut pour, voilà, des fois, euh, légitimer des actions. Et donc, voilà, le politique, des fois, il utilise des connaissances même qui sont disponibles pour orienter ses actions dans une direction. Donc, voilà, ça va dépendre de la volonté politique. Il y a une dernière question qui fait un peu la conclusion, je pense, de tout ce que tu as dit. Bonjour Tony, comment combler le gap entre l'écart qui existe entre les chercheurs et le décideur? Quelles sont les compétences nécessaires pour un chercheur de rendre les résultats de ses recherches applicables par le décideur? Donc, c'est tourné à accent Oui, politique, mais oui, mais après, il y a la formation. Aujourd'hui, j'ai eu à dispenser pas mal de formations sur le transfert de connaissances à plusieurs équipes de recherche de plusieurs pays, de plusieurs chercheurs de plusieurs disciplines. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est ce que j'ai remarqué, hein, c'est que voilà, certains de ces chercheurs qui font de la recherche depuis 30, 40 ans, changer les pratiques, c'est plus difficile. Donc, pour moi, la première chose, c'est d'axer la formation au niveau des étudiants en master, des doctorants, des jeunes chercheurs, pour vraiment déjà les former, les outiller, les habituer à faire du transfert de connaissances de manière optimale. Donc, ça va rentrer dans leur pratique de chercheur, donc ça va faciliter. Donc, il faut se former, il faut se former, et faut se faire accompagner, parce que voilà, des fois, c'est des compétences qu'on n'a pas. Moi, il y a pas plus tard qu'hier, il y a une université d'un pays africain qui m'a contacté pour former les chercheurs pour qu'ils puissent être en mesure d'accompagner les étudiants en master pour réaliser les notes de politique à la fin de leur mémoire de master, par exemple. Donc, ça nécessite un accompagnement des formations des chercheurs. Donc, ça nécessite un accompagnement qui est nécessaire. Après, maintenant, voilà, on arrive à mieux le faire. merci beaucoup. Et avant de donner le mot de la fin à Béatrice, je voulais encore te remercier, Tony, pour cette intervention riche et qui s'est vue par le nombre de participants, le nombre de questions. Et tout pourra être retrouvé sur LinkedIn et sur notre chaîne YouTube. Donc, vous n'hésitez pas à pouvoir revoir le replay et continuer vos questions à Tony sur nos messages LinkedIn. J'ai commencé déjà à faire des résumés, donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Et je voulais vous partager que notre prochain Meet and Share aura lieu le 23 janvier, donc toujours un jeudi, toujours entre midi et 13 heures. Et on pourra continuer la discussion avec Christophe Perret de Santé publique France sur les approches participatives à Santé publique France avec l'exemple de l'étude de santé perçue autour du site du lac. Donc voilà, on continuera sur le transfert de connaissances, la recherche participative et on sera ravis de vous y retrouver en janvier. Et merci Béatrice pour le mot de la fin. Je sais pas, on a déjà dépassé le temps. Merci, Pauline.
Et surtout, bravo et merci à Tony pour cette présentation très riche qui alimente des réflexions, je pense, importantes pour assurer le continuum de la prévention entre les connaissances scientifiques et les actions de terrain. Et je pense que cette présentation apporte une pièce à l'édifice de comment jointer ces deux domaines qui souvent travaillent dans des contextes, dans des cultures très différents. Et je pense que c'est vraiment une étape importante. Les questions ont montré également l'importance de bien clarifier les concepts et définitions, et ça pourrait peut-être être quelque chose même partageable dans le cadre de concepts, d'avoir des définitions. Vous avez utilisé le terme aussi plaidoyer, et plaidoyer, courtage, transfert de connaissances, ils se overlappent, mais c'est des concepts très différents, et je pense qu'il y a peut-être là un travail à faire qu'on pourrait faire ensemble pour voilà, diffuser ces éléments. Merci beaucoup à tous et puis bah, à la prochaine session Meet and Share, et merci Pauline. Et de très bonnes fêtes à tous. Merci pour votre Très présence. bonne fête à tous. En fait, Au revoir. voilà.